Et donc je crois qu'il faut que nous ayons cette formidable capacité de réenchanter le futur. Nous avons un moment de culture tout à fait préoccupant en France, car nos concitoyens, par absence de lisibilité de l'avenir, sont en train de considérer le progrès plus comme facteur de risque que comme facteur d'opportunité. Et au moment où nous allons rentrer donc, dans une remise en cause de l'acquisition matérielle, d'une diminution des revenus, on voit bien que l'on ne va plus continuer à pouvoir faire comme on l'a fait, si vous voulez, après la guerre, c'était la reconstruction. On a complètement construit un système de croissance avec des répartitions de la croissance qui étaient relativement partagées de façon homogène, et donc il y avait une espèce de liaison très forte entre performance économique et performance sociétale. Là, pour la première fois, il y a un décrochage entre la performance sociétale et la performance économique. On a un monde de plus en plus riche, avec des inégalités de plus en plus insupportables. Et jusqu'où les peuples accepteront-ils ce type d'inégalité? Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que le numérique peut nous aider à répondre à ces trois regards nouveaux que nous devons porter. Un, sur la précarité. La pauvreté va continuer à augmenter, et c'est difficile d'être pauvre dans un pays riche. Et comme on ne pourra pas augmenter les revenus, il faudra diminuer les charges. D'où le formidable intérêt pour l'énergie et la transition énergétique, grâce au système qu'offre le numérique, de faire en sorte que de consommateurs on puisse passer en producteurs, que l'on soit dans une économie de partage plutôt que d'acquisition, et que nous réfléchissions à l'échelon de nos territoires à faire en sorte d'alléger les charges pour garder un reste à vivre tout à fait important. On va devoir aussi avoir un autre regard sur l'activité. Si le travail n'est plus un facteur de socialisation offert par l'économie marchande, parce que le niveau de qualification crée une marge trop élevée, ou qu'éventuellement il n'y aura pas assez de croissance pour fournir un nombre d'emplois important, dans le système actuel, nous avons l'évasion de la réussite. C'est quand même extraordinaire qu'on n'arrive pas à répondre à cette formidable question. Qu'est-ce qui ferait, et quelle est la politique que nous devrions mener pour que l'ensemble des étudiants du monde aient envie d'apprendre en France, et que l'ensemble des investisseurs aient envie d'investir en France? Ça ne peut pas rester uniquement sur le tourisme, la qualité de nos vins, nos fromages, la beauté de nos parfums. Il convient à réfléchir à cette formidable capacité qu'aujourd'hui un certain nombre de grands groupes internationaux ont choisi d'investir leur centre de recherche parce que l'école mathématique française a permis de faire en sorte que des ingénieurs, des techniciens français ont répondu en 24 heures quand des ingénieurs indiens sur le même problème ont répondu en 15 jours. Ça veut dire que nous avons un défi d'intelligence à relever et un défi du partage à relever. Au moment où, aux États-Unis, on s'interroge même sur le contrat social, car quand vous n'avez pas de travail et que vous êtes malade aux États-Unis, c'est une vie difficile. Et qu'un certain nombre d'Américains commencent à nous dire, mais tout compte fait, peut-être que dans les aléas de la vie, vous, les gens de gauche français, avec votre système collectiviste, peut-être avez-vous anticipé le besoin de sécurisation et de bien-être et d'épanouissement des citoyens du monde. Et donc nous voyons bien que ce regard à la pauvreté, ce regard à la précarité, mais surtout, peut-être le troisième défi le plus redoutable, c'est que si nous ne pouvons plus garantir dans une société de consommation la satisfaction des envies par un bien-être superficiel parce que matériel, où l'homme vaut plus pour ce qu'il dépense que ce qu'il pense, le regard que nous devons porter sur les biens non matériels et sur la capacité de faire vivre ensemble des personnes de plus en plus hétérogènes donne une force extraordinaire aux communautés qu'offrent les réseaux. Et toutes ces initiatives locales que j'ai entendues et qui me faisaient penser à l'une d'entre elles aussi d'une ville qui a créé une résidence de 50 appartements dans lequel ils ont mis volontairement 13 locataires trisomiques capables d'une certaine indépendance et pour lequel ils ont créé un réseau particulier parce que chacun sait que les trisomiques sont extrêmement sensibles aux accidents de la vie. Et tous les jours, un message passe pour donner un avis sur « Ah, il a perdu son chat », etc., de façon à ce que, entre les voisins, se crée une relation affective, une relation de voisinage. Alors qu'aujourd'hui, on voit bien que le siècle, le 21e siècle que nous vivons, est un siècle tout à fait particulier, c'est un siècle de mobilité, de connaissance de l'autre, de l'altérité, et le drame du 21e siècle, c'est l'isolement. Parce qu'avec les nouvelles technologies, on se parle de plus en plus et on s'écoute de moins en moins. Et une étude américaine montrait qu'effectivement, si la Chine c'est 1,2 milliard d'habitants, l'Inde
800 millions, Facebook c'est 900 millions. Mais en même temps, on a énormément d'amis, et quand on a des pépins, on est extraordinairement seul. Et que l'on voit bien que sur ce sujet, et même dans les entreprises, les seules personnes qui parlent, c'est ceux qui fument, parce qu'ils ont le temps de discuter à l'extérieur. Avant, on se levait, on discutait, maintenant on envoie un mail. Donc on voit bien qu'il est tout à fait extraordinaire de voir que nous allons rentrer dans une nouvelle société, et ce qui freine, c'est effectivement les structures qui ont construit leur pouvoir, leur statut social sur l'ancienne société. Et nous regardons la société de demain avec les lunettes d'hier. Et ce qui est en train d'émerger, c'est une force extraordinaire d'expression citoyenne, d'attente citoyenne. La vraie expression, je la partage totalement. Les citoyens veulent être aujourd'hui les coproducteurs du futur. Ce qui est en train de se mettre en marche, c'est la levée des citoyens de façon individuelle. Ce qui veut dire que sur le champ de la planète, le marché et la démocratie vont s'imposer. Mais la démocratie, lorsqu'elle est aujourd'hui construite sur des émotions, peut amener à des tyrannies ou à des dictatures. Et nous devons être très attentifs au réveil de la citoyenneté et à la capacité d'avoir une respiration démocratique en 4 temps, la pédagogie des enjeux. Mais la pédagogie des enjeux, non pas en respectant les procédures, mais en permettant à chacun d'avoir un accès au débat, de se forger une conviction, et que le temps de la pédagogie des enjeux est un temps nécessaire pour stabiliser ensuite le débat, et la construction d'une décision sera beaucoup plus stabilisée et solide lorsqu'elle aura été précédée par ces 2 étapes. Et l'on voit bien que le système, c'est qu'aujourd'hui, le décideur restera toujours seul, mais la construction de décision sera de plus en plus collective. Et ça pose un problème de relation du pouvoir entre celui qui l'exerce et celui qui le subit. Et que l'on voit bien que c'est un changement de culture extraordinaire, notamment en France, où celles et ceux qui ont le pouvoir préfèrent la jouissance du pouvoir à l'exercice du pouvoir. Et que le pouvoir n'est pas au-dessus, il est au cœur. Et donc cette notion d'horizontalité va s'imposer. Et c'est quelque chose de difficile, parce qu'en France, quand on a le pouvoir, on a tendance à imposer sa vérité. Or, la vérité demain ne sera pas le diktat d'une pensée, ce sera la construction et la confrontation des pensées avec les autres. Donc nous sommes en train d'avoir une capacité extraordinairement saine d'une vie démocratique qui très souvent demandait aux citoyens de légitimer un pouvoir en lui donnant un chèque en blanc, ce qu'aujourd'hui est de plus en plus contesté, et d'autant pour contester que l'on voit arriver la souveraineté des minoritaires, qui estiment que leur contestation est aussi légitime que le pouvoir légitime de décider. Et si nous n'y prenons pas garde, nous allons assister à un bouleversement et des confrontations permanentes où, ne croyant plus à la force du droit, je revendiquerai le droit à la force. Et l'on voit bien que l'économie du numérique peut être un formidable réseau d'apaisement, en multipliant les capacités de dialogue, en multipliant les échanges, en redonnant ce sens d'appartenir à une communauté d'intérêt, capable de se mobiliser sur des lieux de sympathie, d'empathie ou de mobilisation. Et l'on voit bien d'ailleurs cette volonté qu'ont les hommes et les femmes de pouvoir aujourd'hui se réunir. Certes, quelquefois pour contester, certes, quelquefois pour s'amuser, demain pour se mobiliser et construire un avenir meilleur. Et je pense que lorsque l'on voit que les États, comme disait Montesquieu, n'ont pas d'âme et ils n'ont que des intérêts, on peut imaginer demain la mobilisation de forces citoyennes pour imposer les États, plutôt que défendre des intérêts particuliers, de construire une espérance nouvelle et un souffle européen, par exemple. Et c'est d'autant plus intéressant que l'économie du numérique ne doit pas être une économie par défaut dans l'e-démocratie. Et qu'il va y avoir des tas de croissance, des tas de création d'emplois, de plus en plus nouvelles. Mais tout notre système est un système qui est basé sur l'ancien. Et quand j'entends des jeunes chefs d'entreprise me dire « nous avons besoin de techniciens et que nous n'arrivons pas à recruter », avec des salaires qui démarrent quelquefois à 2000 €, bien évidemment, le système de formation n'a pas été prévu pour répondre à ces exigences nouvelles. Et nous allons avoir un raccourcissement de l'innovation qui va nous amener à nous réagir tout le temps, avec des systèmes démocratiques où la loi est prévue pour anticiper le futur, alors qu'en fin de compte, elle est toujours en retard d'un métro. Et donc nous voyons bien qu'il y a un nouveau rapport à la loi, un nouveau rapport aux normes, un nouveau rapport à l'innovation, qui fait que, est-ce que l'on veut structurer et normer le futur et l'encadrer, ou est-ce qu'on veut au contraire libérer les initiatives et reposer les initiatives que nous accepterions uniquement parce qu'ils sont basés sur les valeurs de la dignité de la personne humaine et les principes de la République. C'est un sujet lourd, c'est un sujet compliqué, c'est un sujet sur lequel il faut gérer les aléas, gérer les incertitudes, avec une population et un pouvoir qui a de plus en plus envie de sécuriser son pouvoir, alors qu'il doit le remettre en cause en permanence.
Et donc moi je suis tout à fait impressionné par les bottom-up, les initiatives locales, car c'est sur le terrain que les choses se passeront, c'est sur le terrain que les choses se bousculeront, c'est sur le terrain que nous trouverons un autre rapport à la solidarité, au fait que demain nous aurons des sociétés de partage, d'échange, de réciprocité, qui sont totalement contraires. L'URSSAF dira où se trouve ma cotisation, l'impôt dira où je perçois ma taxe, le pouvoir dira où je perds mes électeurs. Le débat, ce n'est pas cette solution-là, c'est à société nouvelle, réponse nouvelle, et je crois qu'il ne faut pas avoir peur du futur, mais en tout cas être enthousiasmé par tout ce que vous entreprenez. Libérez-vous, créez, innovez, et on ne doit pas reprocher à celles et ceux qui inventent le futur de remettre en cause le présent. C'est justement l'instabilisation du présent et la crise qui permet de soutenir la créativité. Bon courage.